Nous explorons un ouvrage redoutablement efficace et pourtant trop souvent sous-estimé, La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. Ce livre ne parle pas de talent inné ni de recettes miracles. Il révèle comment transformer une entreprise ordinaire en une machine de croissance disciplinée, structurée et prévisible. Un livre pour celles et ceux qui veulent comprendre pourquoi certaines entreprises avancent pendant que d'autres stagnent. Introduction. Pourquoi la majorité des entreprises stagnent? La majorité des entreprises ne meurent pas par manque d'idées, ni même par absence d'efforts, mais par confusion. Elles avancent sans véritable système, comptant sur l'énergie du moment, sur quelques talents isolés, ou sur la chance. Dans l'imaginaire collectif, la réussite commerciale serait liée à un don naturel. Certains seraient bons vendeurs, d'autres non. Cette croyance est l'un des mythes les plus dangereux du monde entrepreneurial car elle déresponsabilise les dirigeants et empêche la mise en place de méthodes solides. En réalité, la croissance durable n'est presque jamais le fruit du hasard. Elle est le résultat de processus répétés, mesurés, améliorés et appliqués avec une discipline constante. Même quand la motivation baisse, ou que le marché devient plus difficile, c'est précisément là que la plupart des entreprises stagnent. Elles confondent activité et efficacité, agitation et progrès réel. Elles multiplient les actions sans cohérence globale, changent de stratégie trop vite ou reposent tout sur une poignée de personnes clés. Lorsque ces personnes s'épuisent ou quittent l'entreprise, tout s'effondre. La croissance devient alors imprévisible, instable, parfois brutale, souvent décevante. Ce que montre Chet Holmes, c'est que ce problème n'est pas une fatalité, mais la conséquence directe d'un manque de structure et de rigueur stratégique. Chet Holmes n'était pas un théoricien éloigné du terrain. Il a travaillé avec certaines des plus grandes entreprises mondiales, mais aussi avec des organisations beaucoup plus modestes. Ce qui rend son livre différent, ce n'est pas la promesse de résultats spectaculaires, immédiats, mais la clarté avec laquelle il expose une vérité dérangeante. La plupart des entreprises connaissent déjà ce qu'elles devraient améliorer, mais ne le font pas de manière systématique. Le véritable levier de croissance n'est pas l'innovation permanente, mais l'exécution obsessionnelle des fondamentaux. Là où beaucoup cherchent des raccourcis, Holmes propose une construction patiente et méthodique. Le concept central de ce livre est simple en apparence, mais exigeant dans sa mise en œuvre. Transformer une entreprise en une machine de croissance prévisible. Une machine ne dépend pas de l'humeur, de l'inspiration ou du talent exceptionnel d'un individu. Elle fonctionne parce que chaque pièce a un rôle précis, parce que les priorités sont claires et parce que les actions essentielles sont répétées jusqu'à devenir des standards. Cette vision tranche avec la culture de l'improvisation, qui domine encore dans de nombreux environnements professionnels. Ce livre s'adresse aux entrepreneurs qui veulent sortir de la survie permanente, aux dirigeants qui cherchent à structurer leur croissance, aux commerciaux fatigués de courir après des résultats aléatoires, mais aussi aux indépendants qui souhaitent bâtir une activité stable et maîtrisée. Il parle à tous ceux qui ont compris que travailler plus ne suffit pas, et que travailler mieux exige une méthode claire et assumée. La question clé que pose Chet Holmes n'est donc pas comment vendre plus demain, mais comment créer une croissance durable, contrôlée et reproductible. Une croissance qui ne dépend pas de la chance mais d'un système. Une croissance qui libère l'esprit du dirigeant au lieu de l'enfermer dans l'urgence permanente. Comprendre cela, c'est déjà commencer à transformer son entreprise. Chapitre 1. La vérité dure sur les ventes. La vérité sur les ventes est souvent difficile à accepter, car elle remet en cause des croyances profondément ancrées dans les entreprises depuis des décennies. La majorité des équipes commerciales ne vendent pas mal parce qu'elles manquent de bonne volonté, d'énergie ou même d'heures de travail, mais parce qu'elles opèrent dans un système confus, mal structuré et fondé sur des illusions. On glorifie l'effort, on valorise l'agitation, on applaudit les journées interminables, mais on évite de regarder une réalité simple et brutale. Beaucoup d'actions commerciales n'ont que peu d'impact réel. Les vendeurs courent, parlent, relancent, présentent, négocient, mais sans méthode claire, sans priorité nette, sans compréhension profonde de ce qui fait réellement avancer une décision d'achat. Dans de nombreuses entreprises, vendre est encore perçu comme un talent mystérieux, presque magique. Certains seraient naturellement doués, d'autres condamnés à rester moyens. Cette croyance est non seulement fausse mais dangereuse. Elle justifie l'absence de formation sérieuse, l'improvisation permanente et la tolérance à des performances médiocres. En réalité, vendre est une compétence structurée, mesurable, améliorable. Comme toute compétence, elle repose sur des fondamentaux précis. Compréhension du client, clarté de l'offre, maîtrise du processus, discipline dans l'exécution. Lorsque ces éléments sont absents, même les vendeurs les plus motivés finissent par s'épuiser. L'un des problèmes majeurs des équipes commerciales est l'illusion de l'effort.
Beaucoup travaillent dur mais peu travaillent juste. Ils confondent quantité d'action et qualité stratégique. Appeler plus de prospects ne sert à rien si l'on ne parle pas aux bonnes personnes. Multiplier les rendez-vous est inutile si le message est flou. Envoyer des propositions détaillées n'a aucun impact si le client ne perçoit pas clairement la valeur. L'effort, sans direction, devient une forme de gaspillage d'énergie. Il rassure l'ego, donne l'impression d'avancer mais ne produit pas les résultats attendus. Chatholm insiste sur un point fondamental. Le problème n'est pas que les équipes ne font pas assez mais qu'elles se dispersent. La dispersion est l'ennemi numéro 1 de la performance commerciale. Trop de priorités, trop d'objectifs, trop de produits à vendre, trop de messages différents. Les vendeurs passent d'une tâche à l'autre sans jamais maîtriser pleinement aucune. Ils sont sollicités par des urgences constantes, des demandes internes contradictoires, des outils mal intégrés. Dans ce chaos, même les meilleures intentions se dissolvent. La dispersion crée une fatigue mentale profonde. Les commerciaux deviennent réactifs plutôt que stratégiques. Ils répondent aux emails, gèrent les objections, éteignent les incendies, mais n'ont plus l'espace mental nécessaire pour réfléchir à leur approche, analyser leurs résultats ou améliorer leur méthode. Progressivement, la vente devient une lutte permanente, une succession de tentatives frustrantes et non un processus maîtrisé. Cette fatigue nourrit le découragement puis le cynisme et enfin la résignation. Une autre vérité dure est que la majorité des entreprises surestiment le niveau réel de compétence de leurs équipes commerciales. On suppose que parce qu'un vendeur parle bien, il sait vendre. On confond aisance relationnelle et efficacité commerciale. Or, vendre ne consiste pas à être sympathique ou convaincant, mais à guider un prospect à travers une décision complexe. Cela exige de la clarté, de la structure, de l'écoute active et une compréhension fine des motivations humaines. Sans formation rigoureuse, même les profils les plus charismatiques plafonnent rapidement. Le mythe du don naturel en vente empêche aussi les dirigeants de prendre leurs responsabilités. S'ils croient que la performance dépend du talent individuel, ils négligent le système, ils recrutent, remplacent, motivent, sanctionnent, mais ne construisent pas de méthode durable. Lorsque les résultats baissent, ils blâment les personnes plutôt que les processus. Cette approche crée une instabilité chronique et une perte de confiance générale. Les équipes vivent dans la peur de l'échec, ce qui nuit encore davantage à leur efficacité. Chatholm démontre que les meilleures entreprises ne reposent pas sur des stars, mais sur des standards élevés appliqués par tous. Elles comprennent que la vente est un métier qui s'apprend et se perfectionne. Elles investissent dans la répétition des fondamentaux, dans la clarté des messages, dans la maîtrise du temps et des priorités. Elles acceptent que l'excellence commerciale n'est pas spectaculaire mais méthodique. Ce sont les petites améliorations répétées appliquées avec rigueur qui produisent des résultats exceptionnels sur le long terme. Un autre aspect souvent ignoré est la résistance au changement. Même lorsque les équipes savent qu'elles pourraient vendre mieux, elles s'accrochent à leurs habitudes. Elles font ce qu'elles ont toujours fait parce que cela leur est familier. Cette inertie est renforcée par le manque de suivi managérial. Trop de dirigeants se contentent de fixer des objectifs sans accompagner les méthodes. Ils demandent des résultats sans encadrer les comportements. Or, sans discipline collective, la performance reste aléatoire. La vente efficace exige aussi une vérité inconfortable. Tout le monde ne peut pas être excellent sans structure. L'autonomie totale est un mythe lorsqu'elle n'est pas soutenue par des règles claires. Les vendeurs ont besoin de cadres non pour être contrôlés mais pour être libérés. Un processus bien défini réduit l'incertitude, diminue le stress et augmente la confiance. Il permet aux commerciaux de se concentrer sur l'essentiel plutôt que de réinventer la roue à chaque interaction. Holm souligne également que la majorité des entreprises échouent à cause d'un manque de focalisation. Elles veulent tout améliorer en même temps. Elles lancent plusieurs initiatives commerciales, plusieurs formations, plusieurs outils sans jamais aller au bout. Cette approche dilue l'impact et crée de la confusion. La vérité dure est qu'une entreprise progresse beaucoup plus vite en améliorant un seul levier clé à la fois, mais en l'améliorant profondément. La discipline stratégique consiste à dire non à ce qui n'est pas prioritaire. Enfin, la vente est une compétence humaine avant d'être technique. Elle repose sur la compréhension des peurs, des désirs et des résistances du client. Or, beaucoup de vendeurs parlent trop et écoutent peu. Ils présentent des solutions d'essence, mais un manque de persévérance. La discipline exige d'accepter une vérité inconfortable. Les résultats durables prennent du temps. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, cette idée est presque révolutionnaire. Beaucoup de dirigeants veulent des transformations rapides, des chiffres immédiats, des succès visibles. Ils lancent des initiatives avec énergie mais les arrêtent dès que les résultats tardent à apparaître. Or, la discipline consiste précisément à continuer lorsque l'excitation disparaît. Elle commence là où la motivation s'arrête. L'un des plus grands ennemis de la discipline est la distraction.
Les entreprises modernes sont bombardées d'opportunités, d'outils, de méthodes et de tendances. Chaque nouvelle idée semble prometteuse. Chaque nouveauté paraît indispensable. Cette abondance crée une agitation permanente qui empêche la concentration. Holmes insiste sur la nécessité de la focalisation extrême. Une organisation disciplinée choisit peu de priorités mais s'y tient avec une rigueur absolue. Elle accepte de dire non à ce qui est séduisant mais secondaire. La constance devient alors un avantage concurrentiel majeur. Dans un marché où la majorité des acteurs changent sans cesse de stratégie, ceux qui appliquent les mêmes fondamentaux pendant des années finissent par dominer. La constance permet l'amélioration progressive. Chaque répétition affine la compétence. Chaque itération renforce la maîtrise. Ce qui semble banal au quotidien devient extraordinaire sur le long terme. Les entreprises disciplinées ne cherchent pas des coups d'éclat mais des progrès cumulés. La discipline quotidienne est souvent perçue comme une contrainte, mais elle est en réalité la source de la liberté future. Lorsqu'une équipe applique rigoureusement des processus clairs, elle réduit le stress, l'improvisation et l'incertitude. Les décisions deviennent plus simples, les résultats plus prévisibles. Cette prévisibilité libère du temps, de l'énergie et de la créativité. À l'inverse, l'absence de discipline enferme l'entreprise dans une gestion permanente de crise. Holmes montre que la discipline n'est pas une question de volonté permanente, mais de structure. Les meilleures organisations ne comptent pas sur la motivation fluctuante de leurs équipes. Elles conçoivent des environnements où les bonnes actions sont planifiées, mesurées et suivies. Elles instaurent des routines claires, non négociables. Ces routines deviennent des repères stables dans un monde instable. Elles protègent l'entreprise contre ses propres faiblesses humaines. Un autre point crucial est que la discipline révèle le véritable engagement d'une entreprise envers ses objectifs. Il est facile d'affirmer vouloir croître, améliorer ses ventes ou renforcer sa qualité. Il est beaucoup plus difficile de maintenir les efforts nécessaires lorsque les résultats tardent. La discipline agit comme un filtre. Elle sépare ceux qui veulent vraiment réussir de ceux qui se contentent d'en parler. Elle transforme les intentions en actions concrètes. La résistance à la discipline vient souvent de l'ego. Beaucoup de dirigeants préfèrent l'improvisation, car elle leur donne l'illusion du contrôle et de la créativité. Suivre des processus peut sembler réducteur ou ennuyeux. Pourtant, Holmes rappelle que les plus grands chefs d'orchestre suivent des partitions et que les plus grands athlètes respectent des entraînements stricts. La discipline ne tue pas la créativité, elle la canalise. La discipline organisationnelle implique aussi le courage de répéter inlassablement les fondamentaux. Dans la vente, par exemple, cela signifie revenir encore et encore sur les mêmes principes: qualification, suivi, clarté du message, gestion du temps. Beaucoup d'équipes se lassent de cette répétition et cherchent constamment quelque chose de nouveau. Mais l'excellence naît de la maîtrise profonde, pas de la variété superficielle. Holmes insiste également sur le rôle du leadership dans l'instauration de la discipline. Une organisation ne peut pas être disciplinée si ses dirigeants ne le sont pas eux-mêmes. Les comportements tolérés deviennent rapidement des normes implicites. Si les leaders abandonnent les processus dès que la pression augmente, les équipes feront de même. La discipline commence toujours au sommet par l'exemple et la cohérence. Il est important de comprendre que la discipline n'est pas rigide. Elle peut et doit évoluer mais uniquement après avoir été appliquée suffisamment longtemps pour être évaluée. Beaucoup d'entreprises changent de méthode avant même d'avoir des données fiables. Elles confondent adaptation intelligente et instabilité chronique. La discipline exige de distinguer ce qui ne fonctionne pas de ce qui n'a pas encore eu le temps de fonctionner. Enfin, la discipline quotidienne construit une identité forte. Une entreprise disciplinée sait qui elle est et comment elle fonctionne. Cette clarté renforce la confiance des équipes, des clients et des partenaires. Elle crée une réputation de fiabilité et de sérieux. Dans un environnement économique incertain, cette stabilité devient un atout précieux. La discipline est donc le facteur numéro 1 du succès. Non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est cumulative. Chaque jour de discipline renforce le suivant. Chaque engagement respecté construit une culture solide. À long terme, cette accumulation crée un écart immense entre les entreprises qui persévèrent et celles qui abandonnent. Comprendre cela et surtout l'appliquer est l'un des enseignements les plus puissants de la prodigieuse machine à vendre. Chapitre: le principe de focalisation absolue. Dans la prodigieuse machine à vendre, Holmes martèle une idée qui va à l'encontre de la culture moderne de l'entreprise. La croissance ne vient pas de faire plus, mais de faire moins, mieux et plus longtemps. La plupart des organisations confondent activité et progrès. Elles multiplient les projets, les objectifs, les initiatives. Persuadées que l'accumulation d'efforts produira mécaniquement des résultats supérieurs. En réalité, cette dispersion dilue l'énergie, brouille la vision et empêche toute maîtrise profonde. Le principe de focalisation absolue m'est difficile à accepter.
Une entreprise ne peut exceller que sur un nombre très limité de priorités à la fois. Faire moins mais mieux ne signifie pas réduire l'ambition. Cela signifie concentrer l'ambition là où elle produit un impact réel. Chatholm observe que les entreprises les plus performantes ne sont pas celles qui tentent d'optimiser tous les aspects de leur activité simultanément, mais celles qui identifient un levier clé et s'y consacrent avec une intensité presque obsessionnelle. Cette intensité crée un effet cumulatif. Là où une organisation dispersée progresse lentement sur de nombreux fronts, une organisation focalisée progresse rapidement sur un point stratégique qui entraîne tous les autres. Le problème majeur de la plupart des entreprises est l'excès d'objectifs. Chaque département a ses priorités. Chaque manager ajoute ses propres initiatives. Chaque trimestre apporte de nouvelles urgences. Ce foisonnement donne l'illusion du dynamisme, mais il tue la croissance réelle. Trop d'objectifs fragmentent l'attention des équipes. Personne ne sait réellement ce qui est le plus important. L'énergie se répartit uniformément sur des dizaines de tâches sans qu'aucune ne reçoive l'effort nécessaire pour atteindre l'excellence. Chatholm souligne que la clarté stratégique disparaît dès que l'on dépasse quelques priorités essentielles. La focalisation absolue exige un renoncement conscient. Choisir une priorité, c'est accepter d'en laisser d'autres côtés, même si elle semble intéressante ou prometteuse. Ce renoncement est psychologiquement difficile car il va à l'encontre de la peur de manquer une opportunité. Beaucoup de dirigeants veulent tout faire par crainte que l'abandon d'une piste signifie perdre un avantage potentiel. Pourtant, cette peur conduit paradoxalement à perdre sur tous les fronts. En voulant tout saisir, on ne saisit rien pleinement. Le concept du point de levier est central dans la pensée de Chatholm. Un point de levier est une action ou une amélioration qui, une fois optimisée, produit un impact disproportionné sur les résultats globaux. Toutes les actions ne se valent pas. Certaines améliorations n'ont qu'un effet marginal, tandis que d'autres peuvent transformer radicalement la performance d'une entreprise. Le principe de focalisation absolue consiste à identifier ce point précis et à concentrer l'essentiel des ressources dessus, jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. Dans le domaine des ventes, ce point de levier se situe souvent là où l'entreprise perd le plus d'opportunités. La qualification des prospects, le suivi des contacts, la clarté du message ou encore la discipline du processus commercial. Beaucoup d'équipes cherchent à augmenter leurs ventes en travaillant plus dur, en recrutant davantage sans corriger ces failles fondamentales. Chatholm montre que corriger un seul maillon faible peut produire plus de résultats que des efforts dispersés sur toute la chaîne. Identifier ce qui fait vraiment progresser les ventes demande une analyse honnête et parfois inconfortable. Il faut accepter de regarder les chiffres réels, pas les impressions. Où les prospects décrochent-ils? À quel moment le processus se bloque-t-il? Quelles actions génèrent réellement des conversions? Et lesquelles ne sont que des habitudes rassurantes? Cette lucidité est rare car elle remet en question des pratiques établies et parfois l'ego des dirigeants. Pourtant, sans cette clarté, toute tentative de croissance reste superficielle. La focalisation absolue impose également une discipline du temps. Le temps est la ressource la plus limitée de l'entreprise. Chaque réunion, chaque projet, chaque initiative consomme une part de cette ressource. Lorsque le temps est dispersé, la performance s'effondre. Chatholm insiste sur la nécessité de protéger le temps dédié à la priorité stratégique. Ce temps doit être non négociable à l'abri des urgences artificielles. Sans cette protection, la focalisation reste théorique. Un autre aspect essentiel du principe de focalisation absolue est la répétition. Se focaliser ne signifie pas simplement choisir une priorité, mais y revenir constamment semaine après semaine, mois après mois. La répétition transforme une action en compétence puis en automatise. Beaucoup d'entreprises abandonnent une initiative non parce qu'elle est inefficace, mais parce qu'elles se lassent de la répéter. Elles confondent nouveauté et progrès. Or, selon S. Holmes, le véritable progrès naît de la profondeur, pas de la variété. La focalisation absolue permet également de créer une cohérence organisationnelle. Lorsque toute l'entreprise sait clairement quelle est la priorité numéro 1, les décisions deviennent plus simples. Les équipes comprennent pourquoi certaines actions sont encouragées et d'autres non. Cette clarté réduit les conflits internes. Il est important de souligner que la focalisation absolue n'est pas permanente sur un seul point pour l'éternité. Elle fonctionne par cycle. Une fois qu'un point de levier est maîtrisé et intégré dans les habitudes, l'entreprise peut en choisir un autre. Mais cette transition ne doit se faire qu'après des résultats mesurables et stables. Passer trop vite à une nouvelle priorité revient à recommencer le cycle de dispersion. Chatholm met également en garde contre l'illusion de la sophistication. Beaucoup d'entreprises cherchent des stratégies complexes, des outils avancés, des méthodes innovantes alors que leurs fondamentaux sont défaillants. La focalisation absolue pousse à revenir à l'essentiel. Elle demande de maîtriser les bases avant d'ajouter des couches de complexité. Cette approche peut sembler trop simple voire décevante, mais elle est redoutablement efficace.
Le principe de focalisation absolue a aussi une dimension humaine. Les individus, comme les organisations, ont une capacité limitée d'attention et d'énergie. En demandant à une équipe de poursuivre trop d'objectifs simultanément, on crée de la fatigue mentale et une perte de sens. À l'inverse, une priorité claire et partagée renforce l'engagement. Les équipes voient les progrès, comprennent l'impact de leurs efforts et retrouvent un sentiment de maîtrise. Enfin, la focalisation absolue est un acte de leadership. Elle exige du courage pour dire non, pour résister à la pression de l'urgence et des modes, pour maintenir le cap lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Elle demande une vision à long terme et une confiance dans le processus. Les dirigeants qui maîtrisent ce principe transforment leur entreprise non pas par des coups d'éclat mais par une accumulation de progrès ciblés. Dans la prodigieuse machine à vendre, le principe de focalisation absolue apparaît comme l'un des piliers fondamentaux de la croissance durable. Il rappelle que l'excellence n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat d'une attention soutenue portée aux quelques actions qui comptent vraiment. En apprenant à faire moins mais mieux, une entreprise cesse de s'agiter et commence enfin à avancer. Chapitre 4. La formation continue, l'arme oubliée. Dans la prodigieuse machine à vendre, Chet Holmes insiste sur une vérité que beaucoup d'entreprises refusent de regarder en face. La formation ponctuelle ne transforme rien durablement. Séminaires motivants, conférences inspirantes, ateliers intensifs. Tout cela crée souvent un pic d'enthousiasme temporaire, suivi d'un retour rapide aux anciennes habitudes. Le problème n'est pas la qualité de ces formations, mais leur caractère isolé. Une compétence ne se construit pas dans l'exceptionnel, elle se construit dans le répétitif. Sans continuité, la formation devient un divertissement coûteux plutôt qu'un levier stratégique. La majorité des organisations traitent la formation comme un événement alors qu'elle devrait être un système. On forme une équipe une fois par an, parfois une fois tous les 2 ans, puis on s'étonne que les résultats ne changent pas. Chet Holmes explique que ce fonctionnement va à l'encontre même du processus d'apprentissage humain. Le cerveau ne retient pas ce qu'il entend une fois, il retient ce qu'il revoit, répète, pratique et applique dans le temps. Sans répétition, la connaissance reste superficielle et disparaît sous la pression du quotidien. La répétition est la clé de la maîtrise. Cette idée simple en apparence est profondément contre-intuitive dans le monde professionnel moderne obsédé par la nouveauté. Beaucoup pensent que répéter c'est stagner. En réalité, répéter c'est approfondir. Les plus grands artistes, les meilleurs sportifs, les musiciens d'exception ne progressent pas en changeant constamment de méthode mais en répétant les fondamentaux jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Chet Holmes applique cette logique au monde de l'entreprise et de la vente. Ce sont les bases répétées inlassablement qui créent l'excellence. Transformer une équipe moyenne en équipe d'élite ne nécessite pas forcément des talents extraordinaires. Cela nécessite un environnement où l'apprentissage est constant. Une équipe moyenne correctement formée et entraînée dans le temps surpassera presque toujours une équipe talentueuse mais livrée à elle-même. Holmes démontre que la différence entre les meilleures entreprises et les autres ne réside pas dans l'intelligence ou le potentiel des individus mais dans la rigueur de leur formation continue. La formation continue agit comme un processus de reprogrammation progressive. Les mauvaises habitudes, souvent inconscientes, sont profondément ancrées. Une seule formation ne peut pas les effacer. En revanche, une répétition régulière de nouvelles pratiques finit par remplacer les anciennes. Cette transformation est lente, parfois invisible au début, mais elle est durable. Chet Holmes souligne que beaucoup de dirigeants abandonnent trop tôt, précisément au moment où les effets commencent à émerger. Un autre problème majeur de la formation ponctuelle est l'illusion de compétence. Après une conférence ou un séminaire, les participants se sentent plus compétents qu'ils ne le sont réellement. Ils ont compris intellectuellement, mais ils n'ont pas encore intégré. Cette illusion est dangereuse car elle freine l'effort. La formation continue, au contraire, confronte régulièrement les individus à leurs lacunes réelles, ce qui maintient une humilité productive et une volonté de progresser. Apprendre. Jusqu'à ce que l'excellence devienne automatique est l'objectif ultime. L'automatisation n'est pas synonyme de rigidité mais de liberté. Lorsqu'une compétence est automatisée, elle ne consomme plus d'énergie mentale. Cela permet aux équipes de se concentrer sur l'adaptation, la créativité et la relation humaine. En vente, par exemple, un commercial qui maîtrise parfaitement les bases peut se concentrer sur l'écoute du client plutôt que sur la structure de son discours. Chet Holmes insiste sur le fait que la formation continue doit être simple, ciblée et régulière. Il ne s'agit pas d'inonder les équipes d'information, mais de travailler sur un nombre limité de compétences clés encore et encore. Cette approche rejoint le principe de focalisation absolue. Mieux vaut former intensivement sur un point précis que sur 10 sujets superficiellement. La profondeur prime toujours sur la largeur. La régularité de la formation envoie également un message culturel fort. Elle montre que l'entreprise valorise la progression,
l'apprentissage et l'excellence. À l'inverse, une entreprise qui forme rarement envoie implicitement le message que le développement des compétences n'est pas une priorité. Ce message influence directement l'état d'esprit des équipes. Là où la formation est continue, l'amélioration devient normale. Là où elle est rare, la stagnation devient acceptable. La formation continue joue aussi un rôle clé dans la standardisation des pratiques. Sans elle, chaque individu développe ses propres méthodes avec des niveaux de qualité très variables. Avec elle, l'entreprise crée un langage commun, des standards partagés, une identité professionnelle claire. Cette homogénéité n'élimine pas l'individualité. Elle crée une base solide sur laquelle chacun peut exprimer son style. Un point fondamental abordé par Shaholmes est la responsabilité du leadership. Former continuellement demande un engagement fort des dirigeants. Il ne suffit pas de déléguer la formation à un service ou à un prestataire externe. Les leaders doivent incarner les principes enseignés, y participer, les rappeler, les renforcer. Sans cet engagement visible, la formation perd sa crédibilité et devient une formalité. La résistance à la formation continue est souvent culturelle. Beaucoup d'adultes pensent qu'apprendre est réservé à l'école ou au début de carrière. Reconnaître qu'on a encore besoin d'apprendre peut être perçu comme un aveu de faiblesse. Chet Holmes renverse cette perception. Dans un environnement compétitif, apprendre en continu est un signe de force et de lucidité. Ceux qui cessent d'apprendre commencent déjà à décliner. La formation continue est également un antidote puissant à la médiocrité confortable. Sans rappel constant des standards, les équipes s'adaptent au minimum acceptable. Elles font juste assez pour fonctionner. La formation régulière réintroduit des exigences élevées non pas par la pression mais par la clarté. Elle rappelle ce qui est possible et ce qui est attendu. Enfin, Chet Holmes montre que la formation continue est l'un des investissements les plus rentables qu'une entreprise puisse faire. Contrairement aux campagnes ponctuelles ou aux stratégies complexes, elle améliore durablement les compétences internes, ce qui impacte toutes les dimensions de l'activité. Une équipe mieux formée vend mieux, communique mieux, s'adapte mieux et résiste mieux aux crises. Dans la prodigieuse machine à vendre, la formation continue apparaît comme une arme oubliée parce qu'elle est simple, exigeante et peu spectaculaire. Elle ne promet pas de résultats immédiats, mais elle garantit des résultats durables. En acceptant de former, répéter et renforcer sans relâche, une entreprise cesse de dépendre du hasard et commence à construire une excellence systématique. C'est ainsi qu'une organisation ordinaire se transforme lentement mais sûrement en une machine prévisible, performante et résiliente. Chapitre 5. Le marketing ciblé et intelligent. Dans la prodigieuse machine à vendre, Chet Holmes attaque de front l'une des erreurs les plus coûteuses et les plus répandues dans le monde des affaires, vouloir parler à tout le monde. Cette approche qui semble logique en apparence est en réalité une stratégie de dilution. Plus un message cherche à être universel, plus il devient fade, inaudible et inefficace. Holmes affirme une vérité dérangeante mais essentielle. Lorsqu'une entreprise s'adresse à tout le monde, elle ne touche profondément personne. Le marketing n'est pas un exercice de visibilité maximale, mais un exercice de pertinence maximale. Parler à tout le monde revient à refuser de choisir. Et refuser de choisir, c'est renoncer à l'impact. Les entreprises qui stagnent sont souvent celles qui ont peur de se définir clairement, de peur d'exclure des clients potentiels. Pourtant, Shaholmes montre que la croissance durable ne vient pas de l'élargissement indéfini de la cible, mais de son affinement. Plus une entreprise comprend précisément à qui elle s'adresse, plus elle peut créer un message puissant, reconnaissable et mémorable. Identifier son client idéal est donc une étape fondatrice. Holmes insiste sur le fait que ce client idéal n'est pas une abstraction marketing ou un simple profil démographique. Il s'agit d'une compréhension profonde des besoins, des frustrations, des désirs, des peurs et des aspirations d'un groupe précis. Un marketing intelligent commence par une écoute rigoureuse. Tant que l'entreprise ne sait pas exactement qui elle veut servir, elle ne peut pas formuler un message qui résonne réellement. Le client idéal n'est pas nécessairement le plus nombreux, ni même celui qui semble le plus rentable à court terme. C'est celui pour lequel l'offre de l'entreprise crée une valeur évidente, presque incontestable. Chet Holmes explique que lorsqu'un message est parfaitement aligné avec les attentes profondes d'un client, la vente devient plus fluide, plus naturelle, presque évidente. Le marketing cesse alors d'être une tentative de persuasion et devient une clarification. Créer des messages impossibles à ignorer ne signifie pas être plus bruyant que les autres, mais être plus pertinent. Dans un monde saturé de publicité, l'attention est devenue la ressource la plus rare. Les messages génériques sont filtrés automatiquement par l'esprit humain. À l'inverse, un message qui semble parler directement à une situation précise, à un problème vécu intimement par le client, capte instantanément l'attention. Holmes insiste sur ce point. La précision est plus puissante que la créativité seule.
Un message marketing intelligent ne parle pas d'abord du produit mais du problème qu'il résout. Trop d'entreprises décrivent leurs caractéristiques, leurs innovations, leurs avantages techniques sans jamais entrer dans la réalité vécue du client. Or, le client n'achète pas une solution, il achète une amélioration de sa situation. Charles Holmes se rappelle que le rôle du marketing est de créer un pont clair entre le problème ressenti et la solution proposée sans jargon inutile, sans complexité artificielle. La puissance de la précision marketing réside également dans la cohérence. Lorsqu'une entreprise connaît précisément sa cible, tous ses messages deviennent alignés. Publicité, discours commercial, site web, contenu, suivi client. Cette cohérence crée de la confiance. À l'inverse, une communication floue, changeante, contradictoire génère du doute et de l'indifférence. Holmes montre que les entreprises performantes répètent les mêmes messages clés encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent indissociables de leur identité. Le marketing ciblé permet aussi une meilleure allocation des ressources. Parler à tout le monde coûte cher et rapporte peu. Parler précisément à ceux qui ont le plus de chances d'acheter permet de concentrer l'effort là où il est réellement productif. Chatholm souligne que la majorité des entreprises gaspillent leur budget marketing en cherchant de la visibilité plutôt que de la conversion. Le marketing intelligent privilégie la qualité des contacts à leur quantité. Un autre aspect fondamental du marketing ciblé est le respect du client. Un message précis montre que l'entreprise a pris le temps de comprendre à qui elle s'adresse. Cette compréhension est perçue même inconsciemment par le prospect. Elle crée une relation différente basée sur la reconnaissance plutôt que sur la pression. Holmes explique que les clients se sentent attirés par les entreprises qui semblent les comprendre profondément, bien plus que par celles qui cherchent simplement à vendre. La précision marketing permet également de différencier clairement l'entreprise de ses concurrents. Dans des marchés saturés, les produits se ressemblent souvent. Ce qui fait la différence, ce n'est pas toujours l'offre elle-même, mais la manière dont elle est positionnée. En choisissant un angle clair, un public spécifique et un message distinct, une entreprise cesse d'être comparée sur le prix ou sur des critères superficiels. Elle devient une référence pour un segment précis. Charles Holmes met en garde contre une erreur fréquente, confondre marketing ciblé et exclusion arbitraire. Cibler ne signifie pas rejeter mais prioriser. Une entreprise peut servir plusieurs segments mais elle doit le faire avec des messages distincts, clairs et cohérents. Le problème survient lorsque l'on tente de créer un message unique pour des publics aux attentes différentes. Cette confusion dilue l'impact et affaiblit la crédibilité. Le marketing intelligent repose également sur la répétition stratégique. Un message ciblé n'a pas besoin d'être constamment renouvelé. Au contraire, sa force vient souvent de sa constance. Holmes insiste sur le fait que la répétition est souvent mal comprise. Les entreprises ont tendance à se lasser de leur propre message bien avant que le marché ne l'ait réellement intégré. Un marketing efficace répète les fondamentaux jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents aux yeux du client. Un point central du chapitre est que le marketing ciblé facilite la vente. Lorsque le message est clair et précis, les prospects arrivent déjà convaincus en partie. Le rôle du commercial devient alors un rôle de confirmation plutôt que de persuasion. Cette synergie entre marketing et vente est au cœur de la machine décrite par Chet Holmes. Le marketing prépare le terrain, la vente récolte les fruits. Holmes souligne aussi que le marketing ciblé est un processus évolutif. Il ne s'agit pas de trouver une cible parfaite dès le départ, mais d'affiner continuellement la compréhension du client. Les entreprises qui progressent sont celles qui observent, mesurent, ajustent et apprennent. Le marketing intelligent n'est pas figé mais il reste toujours discipliné et cohérent dans sa direction. Enfin, Charles Holmes rappelle que le marketing ciblé demande du courage. Il faut oser dire non à certaines opportunités, accepter de ne pas plaire à tout le monde, assumer une identité claire. Beaucoup d'entreprises préfèrent la sécurité apparente de la généralité, même si elle mène à la stagnation. Celles qui choisissent la précision acceptent un risque à court terme pour une domination à long terme sur leur marché. Dans la prodigieuse machine à vendre, le marketing ciblé et intelligent n'est pas présenté comme une option parmi d'autres, mais comme une condition indispensable à la croissance durable. Il transforme le marketing d'un centre de coûts flous en un levier stratégique puissant. En parlant clairement à une audience précise, l'entreprise cesse de courir après les clients et commence à attirer naturellement ceux pour qui elle est réellement faite. C'est ainsi que le marketing devient non seulement plus efficace, mais aussi plus respectueux, plus humain et infiniment plus rentable. Chapitre 6. La vente comme processus, pas comme article. Dans la prodigieuse machine à vendre, Chet Holmes s'attaque à l'un des mythes les plus ancrés dans le monde commercial. L'idée que la vente serait avant tout un art réservé à des individus naturellement doués, charismatiques, persuasifs, presque nés vendeurs. Cette croyance largement répandue est l'une des principales causes de la stagnation des entreprises.
Elle pousse les dirigeants à chercher des talents exceptionnels plutôt qu'à construire des systèmes solides. Holmes renverse totalement cette vision en affirmant que la vente efficace est avant tout un processus structuré, reproductible et mesurable. Considérer la vente comme un art individuel crée une dépendance dangereuse. Lorsque les résultats reposent sur quelques individus performants, l'entreprise devient fragile. Le départ d'un bon vendeur peut provoquer un effondrement des ventes. À l'inverse, lorsque la vente repose sur un processus clair, documenté et maîtrisé, l'entreprise gagne en stabilité et en prévisibilité. Chatham insiste sur ce point. Les systèmes battent toujours les individus sur le long terme. Standardiser sans déshumaniser est l'un des grands défis abordés dans ce chapitre. Beaucoup associent la standardisation à une perte d'authenticité, à une relation client froide et mécanique. Holmes démontre que c'est une confusion. La standardisation ne concerne pas la personnalité du vendeur mais la structure de l'échange. Elle garantit que les étapes essentielles ne sont jamais oubliées, que le message clé est toujours transmis, et que le client bénéficie d'une expérience cohérente, quel que soit l'interlocuteur. Un processus de vente bien conçu agit comme une colonne vertébrale. Il soutient le vendeur, surtout dans les moments de doute, de stress ou de fatigue. Sans structure, même les meilleurs vendeurs deviennent incohérents. Avec une structure claire, même des vendeurs moyens peuvent obtenir des résultats solides. C.H. Holmes montre que la liberté réelle en vente n'est paradoxalement de la discipline du processus. Créer un système de vente duplicable est au cœur de la machine décrite dans le livre. Duplicable ne signifie pas nouveau vendeur correctement formé, créer une base commune sur laquelle l'excellence acceptable sans dépendre d'un talent exceptionnel. Holmes explique que les grandes entreprises performantes ne misent pas sur des héros mais sur des méthodes éprouvées. Les scripts jouent un rôle central dans cette approche. Contrairement à l'image négative qu'on leur attribue, les scripts ne sont pas des textes rigides à réciter mécaniquement. Ils sont des guides, des repères, des structures de conversation basées sur ce qui fonctionne réellement. Un script bien conçu intègre les objections les plus courantes, les questions clés, les transitions importantes. Il libère le vendeur de l'improvisation permanente et lui permet de se concentrer sur l'écoute du client. Chatham insiste sur le fait que les meilleurs vendeurs utilisent souvent des scripts, même s'ils ne l'admettent pas toujours. Ils ont simplement intégré ces structures au point de les rendre naturelles. La différence entre un amateur et un professionnel ne réside pas dans l'absence de structure, mais dans la maîtrise invisible de celle-ci. Le script devient alors un cadre flexible, adapté à chaque situation sans jamais perdre son efficacité. Les étapes du processus de vente sont tout aussi cruciales. Trop d'équipes vendent de manière désordonnée, sautant des étapes essentielles par impatience ou par excès de confiance. Holmes se rappelle que chaque étape a une fonction précise. Qualification, compréhension des besoins, présentation de la valeur, gestion des objections, conclusion, suivi. Omettre une étape fragilise l'ensemble du processus. La vente devient alors imprévisible et dépendante du hasard. Le suivi est l'un des aspects les plus négligés et pourtant les plus rentables du processus de vente. Chet Holmes montre que la majorité des ventes se perdent non pas à cause d'un refus explicite mais à cause d'un manque de suivi structuré. Sans système clair, les relances deviennent irrégulières, hésitantes, parfois inexistantes. Un processus bien conçu intègre le suivi comme une étape normale, professionnelle et attendue. Pourquoi les systèmes battent-ils les individus? Parce qu'un système ne dépend ni de l'humeur, ni de la motivation fluctuante, ni de l'état émotionnel. Il fonctionne même lorsque l'énergie est basse. Holmes explique que les individus sont naturellement inconstants tandis que les systèmes apportent de la constance et dans le monde des ventes, la constance est bien plus importante que les pics de performance ponctuels. Un autre avantage majeur du processus est la capacité de mesure. Sans système, il est impossible d'identifier précisément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec un processus structuré, chaque étape peut être analysée, améliorée, optimisée. La vente cesse d'être un mystère pour devenir une discipline mesurable. Chet Holmes insiste sur le fait que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. La vente comme processus permet également une meilleure formation des équipes. Former sans structure revient à transmettre des conseils vagues et subjectifs. Former avec un processus clair permet d'enseigner des compétences concrètes, observables et reproductibles. Les nouveaux vendeurs progressent plus vite et les anciens peuvent corriger précisément leurs faiblesses. La formation devient alors un prolongement naturel du système. Holmes souligne aussi que la standardisation protège le client. Elle garantit une expérience cohérente, honnête et professionnelle. Le client sait à quoi s'attendre. Cette prévisibilité crée de la confiance. Contrairement aux idées reçues, les clients préfèrent souvent une structure claire à une improvisation confuse. La clarté rassure, l'incohérence inquiète. Traiter la vente comme un art pousse souvent les vendeurs à se focaliser sur eux-mêmes, leur performance, leur ego, leur talent.
Traiter la vente comme un processus recentre l'attention sur le client et sur la valeur créée. Le vendeur n'est plus un artiste en quête d'admiration, mais un professionnel au service d'une solution claire. Cette posture change profondément la qualité de la relation commerciale. Enfin, Chet Holmes montre que la vente comme processus est l'un des piliers essentiels de la croissance prévisible. Une entreprise qui maîtrise son processus de vente peut anticiper ses résultats, planifier ses ressources et investir avec confiance. Elle sort de la logique de survie pour entrer dans une logique de construction. C'est précisément ce passage qui transforme une entreprise ordinaire en une véritable machine à vendre. Dans la prodigieuse machine à vendre, ce chapitre rappelle une leçon fondamentale. La vente n'est pas un don mystérieux réservé à quelques élus. C'est une compétence structurée qui peut être enseignée, améliorée et reproduite. En construisant des processus solides, l'entreprise cesse de dépendre des individus et commence à dépendre de son intelligence collective. C'est ainsi que la vente devient non seulement plus efficace, mais aussi plus humaine, plus stable et plus durable. Chapitre 7. Le pouvoir de la persistance stratégique. La persistance est l'une des qualités les plus mal comprises dans le monde des affaires et de la vente. Beaucoup la confondent avec une forme d'entêtement aveugle, d'aime inutile ou de répétition mécanique d'actions qui ne produisent aucun résultat. Pourtant, lorsqu'elle est comprise correctement, la persistance stratégique devient l'un des leviers les plus puissants de croissance durable. Holmes insiste sur ce point avec une clarté brutale. La majorité des entreprises, des commerciaux et des entrepreneurs échouent non pas parce que leurs idées sont mauvaises, mais parce qu'ils abandonnent beaucoup trop tôt juste avant que les efforts commencent réellement à porter leurs fruits. Le monde économique est rempli de projets abandonnés à quelques pas du succès, non par manque de potentiel, mais par manque de constance intelligente. La raison principale pour laquelle la majorité abandonne trop tôt tient à la psychologie humaine. L'être humain est naturellement attiré par les résultats rapides et visibles. Lorsqu'une action ne produit pas de bénéfices immédiats, elle est jugée inefficace, même si elle est objectivement juste. Dans la vente, le marketing ou le développement d'une entreprise, les résultats sont souvent différés. Une campagne peut mettre des semaines voire des mois avant de produire un impact mesurable. Une relation commerciale peut nécessiter de nombreux points de contact avant de se transformer en vente. Pourtant, beaucoup arrêtent après 1 ou 2 essais, concluant hâtivement que ça ne marche pas. Cette impatience collective crée une immense opportunité pour ceux qui comprennent que la persistance est rare et donc extrêmement précieuse. Le suivi est l'un des domaines où cette vérité apparaît avec le plus de force. La majorité des ventes ne se concluent pas lors du premier contact, ni lors du deuxième, parfois même pas lors du troisième. Pourtant, la plupart des commerciaux cessent tout effort de suivi très rapidement. Ils envoient un message, passent un appel puis attendent une réponse. Si celle-ci ne vient pas, ils passent au prospect suivant, persuadés que l'absence de réponse équivaut à un refus. Chet Holmes démontre que cette interprétation est fausse. Dans la réalité, l'absence de réponse signifie le plus souvent un manque de priorité, un mauvais timing ou une surcharge mentale du prospect. Le suivi n'est pas une insistance agressive, mais un rappel professionnel et structuré de valeur. La persistance stratégique repose précisément sur cette compréhension. Continuer sans harceler, rester présent sans devenir envahissant. Apporter de la valeur à chaque interaction au lieu de répéter le même message. Là où la persistance aveugle répète mécaniquement une action inefficace, la persistance stratégique ajuste, améliore et affine. Elle observe les réactions, analyse les retours et adapte le discours, le moment ou le canal. Elle ne consiste pas à faire plus au hasard mais à faire mieux plus longtemps. C'est cette durée maîtrisée qui crée un avantage invisible mais décisif. Cet avantage invisible est souvent sous-estimé parce qu'il ne se voit pas immédiatement. Les entreprises qui persistent stratégiquement ne font pas forcément plus de bruit. Elles ne paraissent pas toujours plus talentueuses ou plus créatives. Mais sur la durée, elles gagnent. Elles gagnent parce qu'elles sont encore là quand les autres ont abandonné. Elles gagnent parce qu'elles ont multiplié les points de contact là où les autres se sont arrêtés. Elles gagnent parce qu'elles ont laissé le temps à leur système de produire des effets cumulés. Dans un marché où la majorité s'essouffle rapidement, la simple capacité à continuer intelligemment devient une arme redoutable. La persistance stratégique s'appuie aussi sur une vision claire du long terme. Sans cette vision, la constance devient pénible et finit par s'effondrer. Ceux qui persistent avec efficacité savent pourquoi ils le font. Ils ne mesurent pas chaque action à l'aune d'un résultat immédiat, mais à celle d'une trajectoire globale. Ils comprennent que certaines graines mettent du temps à germer, mais qu'une fois enracinées, elles produisent des résultats disproportionnés. Cette capacité à différer la gratification distingue les professionnels disciplinés des amateurs impulsifs. Il est également crucial de comprendre la différence fondamentale entre persévérance intelligente et acharnement aveugle. L'acharnement aveugle consiste à répéter la même stratégie,
le même message et les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. La persévérance intelligente, au contraire, repose sur l'apprentissage continu. Elle implique d'analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Elle accepte l'échec comme une information, non comme une condamnation. Chaque tentative devient un ajustement, chaque refus une donnée, chaque silence un signal à interpréter. Cette approche transforme la persistance en processus évolutif plutôt qu'en combat épuisant. Dans les ventes, cette intelligence de la persistance se manifeste par des systèmes de suivi clairs, planifiés et mesurés. Rien n'est laissé au hasard. Les relances ne sont pas improvisées mais intégrées dans une séquence réfléchie. Le message évolue, le ton s'adapte, la valeur apportée augmente. Le prospect n'a pas l'impression d'être poursuivi mais accompagné. Cette constance professionnelle crée un climat de confiance. Elle montre que l'entreprise est sérieuse, structurée et engagée sur le long terme. Dans un monde où beaucoup disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent, cette stabilité perçue devient un facteur de décision. La persistance stratégique agit aussi à un niveau plus profond. Elle forge le caractère. Continuer quand les résultats tardent développe une force intérieure rare. Cela renforce la discipline, la patience et la confiance en ses systèmes plutôt qu'en ses émotions. Chet Holmes souligne que les entreprises qui réussissent durablement sont dirigées par des personnes capables de rester constantes même lorsque l'enthousiasme initial s'est dissipé. Elles ne dépendent pas de la motivation du moment mais de processus solides et répétés. Cette maturité mentale est souvent ce qui sépare une entreprise moyenne d'une organisation d'élite. Il faut également souligner que la persistance stratégique protège contre l'instabilité émotionnelle. Ceux qui abandonnent trop tôt vivent dans une montagne russe permanente. Espoir excessif au début, frustration rapide ensuite, puis abandon. À l'inverse, ceux qui persistent intelligemment acceptent dès le départ que le chemin sera long. Ils intègrent l'effort dans leur identité professionnelle. Cette acceptation réduit le stress, augmente la clarté décisionnelle et améliore la qualité des actions. La persistance devient alors une seconde nature, non une lutte permanente contre soi-même. Enfin, le pouvoir de la persistance stratégique réside dans son effet cumulatif. Chaque action isolée peut sembler insignifiante, mais leur accumulation crée un momentum irrésistible. Un appel de plus, un suivi supplémentaire, une amélioration marginale répétée des centaines de fois finit par produire une avance impossible à rattraper pour ceux qui abandonnent tôt. Ce phénomène explique pourquoi certaines entreprises dominent leur marché sans paraître révolutionnaires. Elles n'ont pas nécessairement de génie spectaculaire, mais une capacité exceptionnelle à continuer là où les autres s'arrêtent. Ainsi, le véritable pouvoir de la persistance stratégique ne réside pas dans la quantité d'efforts, mais dans leur durée intelligente. Elle exige de la discipline, de la lucidité et une compréhension profonde des dynamiques humaines. Elle transforme le suivi en avantage compétitif, la constance en barrière à l'entrée et la patience en richesse invisible. Ceux qui maîtrisent cette forme de persistance ne gagnent pas parce qu'ils sont plus chanceux, mais parce qu'ils sont encore présents, encore actifs et encore structurés lorsque les autres ont renoncé. C'est là que se crée la véritable différence, silencieuse mais décisive. Chapitre 8. Recruter, former et élever les bonnes personnes. L'un des plus grands malentendus dans le monde de l'entreprise et particulièrement dans celui de la vente est le mythe du bon vendeur naturel. Cette croyance profondément ancrée pousse de nombreux dirigeants à penser que la performance commerciale repose avant tout sur le talent inné, le charisme ou une personnalité extravertie. Charles Holmes démontre cette idée avec rigueur. Les vendeurs naturellement doués existent mais ils sont rares, imprévisibles et souvent difficiles à intégrer durablement dans un système. Miser uniquement sur eux revient à construire une entreprise fragile, dépendante d'individus plutôt que de processus. La véritable croissance durable repose sur la capacité à recruter des personnes solides, puis à les former et les élever progressivement vers l'excellence. Le recrutement est la première étape critique de ce processus. Beaucoup d'entreprises. Elles cherchent une solution rapide à un problème immédiat plutôt qu'un investissement stratégique à long terme. Cette approche conduit souvent à des erreurs coûteuses, des profils mal alignés, des conflits culturels et une rotation excessive du personnel. Recruter les bonnes personnes ne signifie pas recruter les plus brillantes sur le papier. Mais celles qui possèdent les bases essentielles, l'humilité d'apprendre, la discipline de suivre un processus et la capacité à accepter le feedback sans se braquer. Ces qualités, bien plus que le talent brut, déterminent le potentiel réel d'un collaborateur. Créer des standards élevés est la pierre angulaire de cette démarche. Sans standards clairs, il n'y a ni direction ni cohérence. Beaucoup de dirigeants parlent d'excellence mais tolèrent la médiocrité au quotidien par peur du conflit ou du départ des employés. Chet Holmes insiste sur un point fondamental. Les standards que vous acceptez deviennent la norme de votre organisation. Si vous acceptez des retards, des excuses, des approximations ou un manque de préparation,
vous envoyez un message silencieux mais puissant. À l'inverse, lorsque les standards sont élevés, explicites et cohérents, ils attirent naturellement des personnes qui souhaitent progresser et se dépasser. Des standards élevés ne signifient pas des exigences inhumaines, ils signifient des règles du jeu claires, connues de tous et appliquées sans favoritisme. Ils concernent aussi bien la qualité du travail que l'attitude, la communication et le respect des processus. Lorsqu'un nouvel employé entre dans une organisation où les standards sont solides, il comprend rapidement ce qui est attendu de lui. Cette clarté réduit l'anxiété, augmente la responsabilité individuelle et crée un cadre propice à la performance. Les personnes qui ne supportent pas ces standards s'auto-éliminent tandis que celles qui restent se renforcent. Former est ensuite l'étape la plus sous-estimée mais aussi la plus puissante. Beaucoup d'entreprises investissent davantage dans l'acquisition de clients que dans le développement de leurs équipes. Elles supposent qu'une fois recrutée, une personne devrait savoir faire. Cette supposition est une erreur majeure. La formation n'est pas un événement ponctuel mais un processus continu. Elle doit être structurée, répétée et intégrée dans la culture quotidienne. Former, ce n'est pas seulement transmettre des techniques, c'est façonner une manière de penser, d'agir et de décider. La formation efficace repose sur la répétition et la pratique. Une information entendue une seule fois est rapidement oubliée. Une compétence répétée, testée et corrigée devient une habitude. Charles Holmes insiste sur l'importance de former jusqu'à ce que l'excellence devienne automatique. Cela demande du temps, de la patience et une vision à long terme. Mais les entreprises qui investissent sérieusement dans la formation transforment des profils moyens en professionnels solides capables de performer même dans des contextes difficiles. Élever les personnes va au-delà de la formation technique. Cela implique de responsabiliser sans oppresser. Beaucoup de managers confondent responsabilité et contrôle excessif. Ils surveillent chaque détail, microgèrent chaque action et étouffent toute initiative. Cette approche crée de la peur, de la dépendance et une baisse de l'engagement. Responsabiliser, au contraire, signifie donner un cadre clair, des objectifs précis et la liberté d'exécution à l'intérieur de ce cadre. Cela implique aussi d'accepter que l'erreur fasse partie du processus d'apprentissage tant qu'elle est analysée et corrigée. Responsabiliser sans oppresser demande une maturité managériale. Cela suppose de faire confiance au processus plutôt qu'aux émotions et aux standards plutôt qu'aux impressions personnelles. Lorsqu'un collaborateur sait ce qui est attendu, comment il sera évalué et pourquoi son rôle est important, il développe un sentiment de responsabilité interne. Il ne travaille plus uniquement pour éviter une sanction, mais pour être à la hauteur de ce qui lui est confié. Cette responsabilité volontaire est infiniment plus puissante que la contrainte. Construire une culture de performance est l'aboutissement de tout ce processus. La culture n'est pas ce qui est écrit dans un manuel, mais ce qui est vécu au quotidien. Elle se manifeste dans les conversations, les décisions, les priorités et les comportements tolérés. Une culture de performance ne glorifie pas seulement les résultats, mais aussi les efforts disciplinés. La constance et l'amélioration continue. Elle valorise ceux qui respectent les standards même lorsque personne ne regarde. Dans une telle culture, la performance n'est pas une pression permanente mais une conséquence naturelle. Les collaborateurs savent qu'ils évoluent dans un environnement exigeant mais juste. Ils comprennent que leur progression dépend de leur engagement et non de favoritisme. Cette culture attire des profils ambitieux, structurés et responsables, tout en repoussant ceux qui cherchent la facilité. Elle devient un filtre puissant, bien plus efficace que n'importe quel processus de recrutement isolé. Holmes souligne également que les bonnes personnes ne sont pas seulement celles qui performent individuellement, mais celles qui élèvent le niveau collectif. Une entreprise vraiment performante ne dépend pas de quelques stars, mais d'une équipe alignée, cohérente et disciplinée. Lorsque les standards sont élevés, la formation continue et la responsabilité partagée, chaque individu contribue à renforcer l'ensemble. La performance devient alors systémique, reproductible et durable. Enfin, recruter, former et élever les bonnes personnes est un acte de leadership profond. Cela demande de la patience, du courage et une vision claire. Il est plus facile de se plaindre du manque de talent que de construire un système qui développe les personnes. Pourtant, les entreprises qui dominent sur le long terme sont celles qui ont compris que leur véritable avantage concurrentiel ne réside pas dans leurs produits ou leur stratégie, mais dans la qualité humaine et disciplinaire de leurs équipes. Ce chapitre rappelle une vérité essentielle. Les personnes ne naissent pas excellentes. Elles le deviennent dans un environnement structuré, exigeant et formateur. En abandonnant le mythe du talent naturel et en investissant dans des standards élevés, une formation continue et une responsabilité saine, une entreprise peut transformer des individus ordinaires en une force collective extraordinaire. C'est ainsi que se construit une organisation solide, capable de croître de manière prévisible, maîtrisée et durable, fidèle à la vision centrale de Chet Holmes. Chapitre 9.
Transformer l'entreprise en machine. Transformer une entreprise en machine est l'une des idées les plus puissantes et les plus mal comprises du travail de Chet Holmes. Beaucoup interprètent cette vision comme une déshumanisation du travail, une standardisation froide ou une perte de créativité. En réalité, Holmes défend exactement l'inverse. Il parle d'une entreprise libérée du chaos, de l'improvisation permanente et de la dépendance excessive à quelques individus clés. Une entreprise machine, dans son sens profond, est une organisation stable, cohérente et prévisible, capable de produire des résultats de manière régulière, sans s'effondrer dès qu'un héros s'absente ou quitte le navire. La plupart des entreprises reposent sur un modèle fragile. Quelques personnes exceptionnelles portent l'ensemble. Un grand vendeur, un dirigeant hyperactif, un manager charismatique ou un expert indispensable. Tant que ces personnes sont là, tout fonctionne à peu près. Mais dès qu'elles ralentissent, se fatiguent ou partent, la structure montre ses failles. Les ventes chutent, les décisions se brouillent et le stress augmente. Holmes considère ce modèle comme dangereux, non pas parce que le talent est inutile, mais parce qu'il ne doit jamais être le pilier central du système. Une entreprise saine doit fonctionner même quand les individus changent. La vision de Holmes se repose sur un principe simple mais exigeant. Ce sont les systèmes qui créent les résultats, pas les individus isolés. Les individus exécutent, améliorent et incarnent les systèmes. Mais ils ne doivent pas être la seule source de performance. Lorsque tout dépend des personnes, les résultats deviennent imprévisibles. Lorsque tout dépend des systèmes, les résultats deviennent contrôlables. Cette distinction marque un changement radical de mentalité pour de nombreux dirigeants habitués à gérer dans l'urgence plutôt qu'à construire dans la durée. Un système dans le sens de Holmes n'est pas un ensemble de règles rigides et déconnectées de la réalité. C'est une séquence claire d'actions testées, mesurées et améliorées qui permettent d'obtenir un résultat précis. En vente, cela signifie définir comment on prospecte, comment on qualifie, comment on présente une offre, comment on suit un prospect et comment on conclut. En marketing, cela signifie savoir exactement quels messages sont envoyés, à qui, quand et pourquoi. En management, cela signifie structurer la formation, l'évaluation et la progression des équipes. Les indicateurs jouent un rôle central dans cette transformation. Beaucoup d'entreprises avancent à l'aveugle, guidées par des impressions, des intuitions ou des émotions. Holmes insiste sur l'importance de mesurer ce qui compte réellement, pas pour surveiller ou punir, mais pour comprendre. Les indicateurs permettent de savoir où l'on se situe, ce qui fonctionne et ce qui doit être corrigé. Sans indicateur clair, il est impossible de distinguer un problème de stratégie d'un problème d'exécution. Tout devient flou et le flou est l'ennemi de la performance. La répétabilité est un autre pilier fondamental. Une action qui fonctionne une fois n'est pas encore une solution. Une action qui fonctionne régulièrement dans des contextes variés et avec différentes personnes devient un levier stratégique. Holmes pousse les entreprises à identifier ce qui marche vraiment puis à le répéter jusqu'à ce que cela devienne la norme. Cette répétition n'est pas synonyme de stagnation mais de maîtrise. C'est en répétant que l'on affine, que l'on simplifie et que l'on renforce l'efficacité. La prévisibilité des résultats est l'un des bénéfices majeurs d'une entreprise transformée en machine. Dans beaucoup d'organisations, les résultats sont vécus comme des surprises, bonnes ou mauvaises. Un mois exceptionnel est suivi d'un mois catastrophique sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Cette instabilité crée du stress, de la peur et des décisions précipitées. Une entreprise machine, au contraire, c'est à peu près ce qu'elle va produire car elle connaît ses taux de conversion, ses cycles de vente et ses capacités réelles. Cette prévisibilité ne signifie pas rigidité, elle signifie contrôle. Lorsqu'une entreprise sait que certaines actions produisent certains résultats, elle peut décider consciemment d'accélérer, de ralentir ou d'ajuster. Elle sort de la réaction permanente pour entrer dans la stratégie. La croissance n'est plus subie, elle est pilotée. Holmes insiste sur cette idée. La croissance contrôlée est infiniment plus saine que la croissance chaotique. Croître trop vite sans système solide revient à agrandir un bâtiment sur des fondations fragiles. Le chaos permanent est l'état naturel de nombreuses entreprises. Réunions improvisées, priorités changeantes, urgences constantes, objectifs flous. Dans ce contexte, les équipes s'épuisent, la qualité baisse et la motivation s'érode. Transformer l'entreprise en machine, c'est réduire ce chaos, c'est créer de la clarté là où il y avait de la confusion, de la stabilité là où il y avait de l'improvisation. Cela demande un effort initial important, mais le gain à long terme est immense. Un point clé de la vision de Holmes est que les systèmes libèrent du temps et de l'énergie. Contrairement à une idée répandue, structurer ne rend pas prisonnier, cela rend libre. Lorsque les processus sont clairs, les décisions deviennent plus rapides, les erreurs plus faciles à corriger et les équipes plus autonomes. Le dirigeant n'a plus besoin d'être partout à la fois.
Il peut se concentrer sur la vision, l'amélioration et l'anticipation plutôt que sur la résolution permanente de problèmes urgents. La transformation en machine nécessite également une discipline collective. Les systèmes ne fonctionnent que s'ils sont respectés. Beaucoup d'entreprises créent des procédures mais ne les appliquent pas. Elles tolèrent les exceptions, les contournements et les raccourcis jusqu'à ce que le système perde toute crédibilité. Holmes est très clair sur ce point. Un système non appliqué est pire que pas de système du tout. Il crée une illusion de contrôle tout en maintenant le chaos. La responsabilité du leadership est donc centrale. Transformer une entreprise en machine demande du courage. Cela implique parfois de remettre en question des habitudes anciennes, de confronter des résistances internes et même de se séparer de personnes qui refusent de jouer le jeu collectif. Ce n'est jamais confortable mais c'est nécessaire. Holmes rappelle que l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, mais de construire une organisation durable capable de servir ses clients, ses employés et sa vision sur le long terme. Au fil du temps, une entreprise machine développe un avantage concurrentiel redoutable. Là où d'autres dépendent de coups de chance ou de talents rares, elle avance avec régularité. Là où d'autres aussi est entre euphorie et panique, elle progresse avec calme. Cette stabilité inspire confiance, aussi bien en interne qu'en externe. Les clients sentent la cohérence, les partenaires perçoivent la fiabilité et les équipes ressentent la sécurité. Ce chapitre met en lumière une vérité souvent ignorée. Le succès durable n'est pas spectaculaire, il est structuré. Il ne repose pas sur des exploits isolés mais sur des systèmes solides, des indicateurs clairs et une discipline constante. En transformant l'entreprise en machine, Holmes ne propose pas une vision froide ou mécanique, mais une vision profondément humaine où chacun peut donner le meilleur de lui-même dans un cadre stable et prévisible. En définitive, transformer l'entreprise en machine, c'est passer d'une organisation dépendante des circonstances à une organisation maîtresse de son destin. C'est refuser le chaos permanent et choisir la croissance contrôlée. C'est comprendre que la liberté entrepreneuriale ne vient pas de l'absence de structure, mais de sa maîtrise. Ce chapitre résume parfaitement l'ambition de Chet Holmes. Aider les entreprises à devenir fortes, cohérentes et durables. Pas grâce à des héros, mais grâce à des systèmes intelligents et vivants. Chapitre 10. Pourquoi les petits détails font les grandes différences? Ce chapitre est l'un des plus profonds et des plus exigeants de la prodigieuse machine à vendre car il s'attaque à une illusion très répandue dans le monde des affaires. L'idée que seules les grandes décisions, les grandes stratégies ou les grandes idées produisent des résultats majeurs. Chet Holmes démontre exactement l'inverse. Il affirme que ce sont les petits détails souvent ignorés, négligés ou jugés insignifiants qui séparent durablement les entreprises médiocres des entreprises dominantes. L'excellence, selon lui, n'est jamais le fruit d'un seul coup de génie, mais d'une accumulation rigoureuse de micro-améliorations appliquées avec constance. L'excellence est cumulative. Cette idée est centrale. Une entreprise ne devient pas exceptionnelle du jour au lendemain. Elle progresse par une succession d'ajustements presque invisibles pris individuellement mais puissants lorsqu'ils s'additionnent. Une légère amélioration du discours commercial, un meilleur suivi des prospects, une formation un peu plus régulière, une réunion mieux structurée, un indicateur mieux suivi. Pris séparément, ces éléments semblent anodins. Ensemble, ils créent un écart colossal sur le long terme. Holmes insiste sur le fait que la majorité des entreprises sous-estiment radicalement la puissance du cumul. Le problème est que les micro-erreurs sont invisibles pour ceux qui ne savent pas où regarder. Elles ne provoquent pas de catastrophe immédiate. Elles ne déclenchent pas d'alarme. Elles s'installent lentement dans les habitudes quotidiennes. Un commercial qui saute une étape du processus, un manager qui tolère un léger retard, une équipe qui simplifie une procédure juste cette fois. Ces petits écarts deviennent progressivement la norme et lorsque les résultats stagnent ou chutent, personne ne comprend pourquoi. Holmes explique que ce sont précisément ces micro-déviations répétées qui minent la performance. Corriger les micro-erreurs invisibles demande une attention extrême aux détails. Non pas une obsession maladive, mais une vigilance constante. Les entreprises performantes ne se demandent pas seulement est-ce que ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne exactement comme prévu. Elles analysent les écarts, même minimes. Elles ne tolèrent pas la médiocrité déguisée en pragmatisme. Holmes rappelle que ce que l'on tolère devient la norme et que la norme finit toujours par définir les résultats. L'avantage des entreprises obsessionnelles réside dans leur capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Elles observent leur processus avec lucidité. Elles testent, mesurent, corrigent. Elles savent qu'un cent d'amélioration répétée vaut bien plus qu'une grande révolution jamais appliquée. Là où beaucoup recherchent des solutions spectaculaires, elles se concentrent sur la précision. Là où d'autres changent de stratégie tous les 6 mois, elles affinent la même jusqu'à la maîtriser parfaitement. Holmes souligne que cette obsession du détail n'est pas naturelle. Elle va à l'encontre de l'impatience humaine.
La plupart des dirigeants veulent des résultats rapides, visibles, impressionnants. Ils veulent des changements qui se voient immédiatement. Or, les petits détails produisent rarement des effets instantanés. Leur puissance se révèle avec le temps. C'est précisément pour cela que peu d'entreprises ont la discipline de s'y consacrer sérieusement. Elles abandonnent trop tôt, convaincues que ça ne change rien. La rigueur est la signature des gagnants. Ce n'est pas le charisme, ni la chance, ni même l'intelligence brute qui distingue durablement les leaders. C'est leur capacité à maintenir un haut niveau d'exigence dans les petites choses jour après jour. Holmes insiste sur le fait que la rigueur n'est pas une contrainte mais un choix stratégique. Elle protège l'entreprise contre la dérive, l'approximation et l'autosatisfaction. Elle crée un environnement où la qualité devient naturelle. Dans les équipes de vente, cette rigueur se manifeste par le respect strict des scripts, des étapes et des suivis. Non pas parce que les commerciaux sont incapables de réfléchir, mais parce que les meilleures pratiques ont été identifiées, testées et validées. S'en écarter sans raison revient à renoncer volontairement à l'efficacité. Holmes se rappelle que les champions ne réinventent pas les bases, ils les exécutent mieux que les autres. Dans le marketing, les petits détails font également des différences majeures. Un mot dans un titre, un timing dans une campagne, une nuance dans un message. Ces éléments peuvent doubler ou diviser par de l'impact d'une action. Les entreprises obsessionnelles testent ces détails. Elles ne se fument pas uniquement à leur intuition. Elles observent les données, ajustent et recommencent. Ce processus peut sembler lent, mais il crée une précision redoutable. Holmes met aussi en lumière un point essentiel. L'excellence cumulative protège contre les crises. Une entreprise rigoureuse détecte plutôt les signaux faibles. Elle corrige avant que les problèmes ne deviennent graves. Elle n'attend pas que la situation se dégrade pour réagir. À l'inverse, les entreprises négligentes accumulent des failles invisibles jusqu'au jour où tout s'effondre d'un coup. La crise semble alors soudaine alors qu'elle est le résultat d'une longue série de petits renoncements. Un autre aspect fondamental abordé dans ce chapitre est la culture interne. Les petits détails façonnent la culture bien plus que les grands discours. Ce que l'on accepte, ce que l'on corrige, ce que l'on ignore en dit plus long que n'importe quelle charte de valeurs. Holmes insiste sur le rôle du leadership dans cette dynamique. Les dirigeants doivent incarner l'exigence. Ils doivent montrer par leurs actes que les détails comptent réellement. Il est également important de comprendre que cette obsession des détails ne vise pas la perfection abstraite mais l'amélioration continue. Holmes ne prennent pas une rigidité paralysante, ils prennent une vigilance intelligente. Les détails ne sont pas figés, ils évoluent. Un bon système est vivant. Il s'améliore au fil du temps grâce à l'observation et à l'ajustement constant. Cette approche crée une entreprise agile, capable de s'adapter sans perdre sa cohérence. Ce chapitre met en évidence une vérité inconfortable. La majorité des écarts de performance ne viennent pas de facteurs extérieurs, mais de l'intérieur. Ils viennent de ce que l'on néglige, de ce que l'on reporte, de ce que l'on banalise. Holmes invite le lecteur à changer de regard, à cesser de chercher des solutions complexes et à commencer par examiner les détails simples, répétitifs et apparemment insignifiants. Pourquoi les petits détails font-ils les grandes différences? Parce qu'ils sont répétés chaque jour. Une petite erreur répétée 1000 fois devient une grande faiblesse. Une petite amélioration répétée 1000 fois devient une force écrasante. Le temps agit comme un amplificateur. Les entreprises qui comprennent cela utilisent le temps comme un allié, les autres le subissent. En définitive, ce chapitre est un appel à la maturité entrepreneuriale. Il invite à abandonner la fascination pour le spectaculaire et à embrasser la puissance du discret. Il rappelle que les gagnants ne sont pas ceux qui brillent le plus fort à court terme, mais ceux qui avancent avec rigueur, constance et humilité. Les petits détails maîtrisés et respectés deviennent alors les fondations invisibles des grandes réussites. Chapitre 11. Le leadership exigeant et bienveillant. Dans la prodigieuse machine à vendre, Chet Holmes consacre ce chapitre à une vérité souvent mal comprise. Aucune entreprise ne peut atteindre l'excellence durable sans un leadership à la fois exigeant et profondément humain. Beaucoup opposent ces deux notions comme si être exigeant signifiait être dur, froid ou autoritaire. Et comme si être bienveillant impliquait forcément le laxisme ou la faiblesse. Holmes démontre que cette opposition est fausse et dangereuse. Les plus grandes organisations sont dirigées par des leaders capables d'exiger le meilleur tout en respectant profondément les personnes qui travaillent avec eux. Le rôle réel du leader n'est pas de plaire ni de se faire aimer à tout prix. Il n'est pas non plus de contrôler chaque détail par peur que tout s'effondre. Le leader véritable est celui qui porte une vision claire, qui fixe un cap précis et qui crée un cadre dans lequel les individus peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Holmes insiste sur le fait que le leadership n'est pas une position hiérarchique mais une responsabilité morale. Diriger, c'est accepter d'être le gardien des standards, de la discipline et de la cohérence.
Un leader authentique comprend que les résultats d'une entreprise sont toujours le reflet du niveau d'exigence toléré au sommet. Si la médiocrité est acceptée, même de manière ponctuelle, elle finit par se propager. Holmes explique que la plupart des dirigeants échouent non pas par manque d'intelligence ou de stratégie, mais par manque de courage. Le courage de dire non, le courage de corriger, le courage de maintenir un niveau élevé quand tout pousse à relâcher la pression. Dire non à la médiocrité est l'un des actes les plus difficiles du leadership. Non pas parce que les leaders ne voient pas les problèmes, mais parce qu'ils craignent les conflits, les tensions ou la perte de popularité. Holmes est très clair. Tolérer la médiocrité est une forme de trahison à la fois envers l'entreprise et envers les collaborateurs les plus engagés. Chaque fois qu'un leader ferme les yeux sur un comportement ou un résultat insuffisant, il envoie un message silencieux mais puissant. Les standards affichés ne sont pas réels. Cependant, Holmes précise que dire non à la médiocrité ne signifie pas humilier, écraser ou dévaloriser. L'exigence véritable n'est jamais une attaque personnelle. Elle est dirigée vers les comportements, les processus et les résultats. Jamais vers la dignité de la personne. C'est ici que la bienveillance entre en jeu. Un leader bienveillant cherche à élever, pas à détruire. Il corrige pour faire grandir, pas pour dominer. Élever les standards sans casser les hommes est un art subtil. Holmes explique que les meilleurs leaders savent distinguer la personne de la performance. Ils peuvent être extrêmement fermes sur les attentes tout en restant profondément respectueux. Ils expliquent notre pourquoi derrière l'exigence. Ils donnent du sens à l'effort. Ils accompagnent la montée en compétence au lieu de se contenter de sanctions. Cette approche crée un climat de confiance où l'exigence est perçue comme une opportunité, non comme une menace. Le problème des leaders faibles n'est pas qu'ils manquent de bienveillance, mais qu'ils confondent bienveillance et évitement. Ils évitent les conversations difficiles. Ils espèrent que les problèmes se régleront d'eux-mêmes. Holmes affirme que cette attitude est destructrice à long terme. Les équipes ont besoin de clarté, elles ont besoin de repères. L'ambiguïté crée de l'anxiété, pas de la liberté. Un leader exigeant et bienveillant ose dire la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Le leadership, par l'exemple, est un pilier fondamental de ce chapitre. Holmes insiste sur le fait que les standards ne se transmettent pas par des discours, mais par des comportements. Un leader qui exige la discipline doit être discipliné. Un leader qui demande de la ponctualité doit être ponctuel. Un leader qui parle de rigueur doit incarner la rigueur dans ses propres actions. Les équipes observent bien plus qu'elles n'écoutent. La crédibilité d'un leader repose sur la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Holmes souligne également que le leadership exigeant crée paradoxalement plus de sécurité psychologique que le laxisme. Lorsque les règles sont claires, lorsque les attentes sont explicites, les individus savent où ils vont. Ils savent ce qui est attendu d'eux. À l'inverse, un environnement flou où tout est toléré génère de l'insécurité et de la frustration. Les meilleurs talents quittent souvent les organisations laxistes, non pas à cause de l'exigence, mais à cause de l'absence de vision et de structure. Un autre point essentiel abordé dans ce chapitre est la responsabilité du leader dans la formation des équipes. Holmes rappelle que l'exigence sans formation est injuste. On ne peut pas demander l'excellence sans fournir les outils pour l'atteindre. Un leader bienveillant investit dans la montée en compétences. Il répète, il forme, il corrige, il ajuste. Il comprend que la performance durable est le résultat d'un apprentissage continu, pas d'une pression ponctuelle. Holmes critique également le mythe du leadership charismatique. Selon lui, le charisme peut séduire à court terme, mais il ne construit rien de solide. Ce qui construit une organisation performante, c'est la constance, la clarté et la discipline incarnées au quotidien. Les leaders les plus efficaces ne sont pas toujours les plus visibles ou les plus flamboyants. Ce sont souvent les plus rigoureux, les plus cohérents et les plus engagés dans le travail réel. Le leadership exigeant et bienveillant implique aussi de savoir prendre des décisions difficiles. Parfois, malgré la formation, l'accompagnement et le soutien, certaines personnes ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'aligner avec les standards. Holmes explique que maintenir quelqu'un en place par compassion mal placée peut nuire à l'ensemble du système. La vraie bienveillance consiste parfois à reconnaître qu'une collaboration n'est plus saine et à agir avec respect et clarté. Ce chapitre met en lumière une idée centrale. Le leadership est un levier multiplicateur. Un leader médiocre peut détruire une excellente stratégie. Un leader exigeant et bienveillant peut transformer une équipe moyenne en équipe exceptionnelle. Les processus, les outils et les systèmes sont essentiels, mais ils ne fonctionnent qu'à s'ils sont portés par un leadership solide. Sans cela, ils deviennent des formalités vides. Holmes rappelle que diriger est un choix quotidien. Ce n'est pas un statut acquis une fois pour toutes. Chaque jour, le leader choisit soit de maintenir les standards, soit de les affaiblir, soit d'affronter les problèmes,
soit de les éviter, soit d'élever les autres, soit de les laisser stagner. Ce sont ces choix répétés qui façonnent la culture de l'entreprise. Enfin, ce chapitre est un appel à une vision plus mature du leadership. Une vision qui refuse les extrêmes. Ni autoritarisme brutal, ni permissivité molle, mais une exigence claire, ferme et constante portée par un profond respect de l'humain. Holmes montre que c'est cette combinaison rare qui permet de bâtir des entreprises solides, performantes et durables. Le leadership exigeant et bienveillant n'est pas facile. Il demande du courage, de la patience et une grande maîtrise de soi. Mais c'est précisément cette difficulté qui en fait une force. Là où beaucoup rancent, les vrais leaders tiennent bon et c'est ainsi qu'ils transforment non seulement des entreprises, mais aussi les hommes et les femmes qui les composent. Chapitre 12. La prodigieuse machine à vendre en action. Dans ce dernier chapitre, Chet Holmes rassemble tous les éléments développés tout au long de la prodigieuse machine à vendre pour montrer comment une entreprise peut passer concrètement de la confusion, de l'effort dispersé et de la stagnation à une puissance structurée, prévisible et durable. Ce chapitre n'est pas théorique. Il est la traduction vivante de la philosophie du livre dans la réalité quotidienne des entreprises. Holmes démontre que la croissance n'est pas un événement spectaculaire, mais le résultat d'un système cohérent appliqué avec rigueur jour après jour. La synthèse des principes abordés dans l'ouvrage révèle une idée centrale. Aucune méthode isolée ne suffit. Ce n'est ni le marketing seul, ni la vente seule, ni la formation seule, ni la discipline seule qui transforme une entreprise. C'est l'orchestration intelligente de tous ces éléments autour d'un même objectif. Holmes compare implicitement l'entreprise à une machine vivante dans laquelle chaque pièce a un rôle précis. Lorsque ces pièces fonctionnent en silo, la machine grince. Lorsqu'elles sont alignées, elle devient prodigieuse. Holmes insiste sur le fait que tout commence par la clarté. Une entreprise en action selon ses principes, c'est exactement ce qu'elle vend, à qui elle le vend, pourquoi elle le vend et comment elle le vend. Cette clarté élimine une immense quantité de gaspillage d'énergie. Les équipes ne courent plus dans toutes les directions. Elles avancent ensemble dans le même sens. La focalisation absolue développée dans les chapitres précédents devient ici une réalité tangible. Peu d'actions mais des actions choisies, répétées et maîtrisées. Comment tout s'imbrique devient alors évident. Le marketing ciblé attire les bons prospects, ceux qui ont réellement besoin de l'offre. La vente structurée transforme ses prospects en clients grâce à un processus clair et reproductible. La formation continue élève progressivement le niveau des équipes, réduisant les erreurs et augmentant la maîtrise. La discipline garantit que ces bonnes pratiques ne sont pas abandonnées après quelques semaines. Le leadership exigeant et bienveillant maintient les standards et la cohérence. Aucun de ces éléments ne peut fonctionner durablement sans les autres. Holmes montre que la plupart des entreprises restent bloquées dans un état d'effort désorganisé. Elles travaillent beaucoup, parfois même trop, mais sans direction précise. Elles multiplient les initiatives, changent de stratégie au moindre obstacle, abandonnent avant que les résultats n'apparaissent. Ce chapitre explique que cette agitation constante est l'ennemi direct de la croissance. Une machine à vendre efficace n'est pas agitée. Elle est stable, régulière et prévisible. Passer de l'effort désorganisé à la puissance structurée nécessite un changement profond de mentalité. Holmes insiste sur le fait que les dirigeants doivent accepter une vérité inconfortable. La croissance durable est ennuyeuse pour ceux qui recherchent l'excitation permanente. Elle repose sur la répétition, la rigueur et la constance. Ce sont ces qualités souvent sous-estimées qui créent un avantage concurrentiel presque impossible à rattraper. Dans une entreprise qui applique réellement les principes de Holmes, le travail quotidien n'est plus perçu comme une contrainte, mais comme le moteur même de la croissance. Chaque appel, chaque formation, chaque suivi, chaque ajustement est une brique ajoutée à un édifice solide. Holmes montre que les grandes réussites ne sont pas construites lors de moments exceptionnels, mais dans la qualité du travail ordinaire. Répété sur une longue période. Ce chapitre met également en lumière la notion de momentum. Une machine à vendre bien structurée finit par créer une dynamique interne puissante. Les équipes voient les résultats, la confiance augmente, les efforts produisent des effets visibles. Ce cercle vertueux renforce l'engagement et la discipline. À l'inverse, les entreprises désorganisées vivent dans un cycle de frustration. Beaucoup d'efforts, peu de résultats, perte de motivation, abandon. Holmes insiste sur l'importance des indicateurs simples et clairs. Une machine en action se mesure. Elle ne fonctionne pas à l'instinct ou à l'optimisme. Elle s'appuie sur des données concrètes, taux de conversion, nombre de contacts, fréquence de suivi, progression des compétences. Ces indicateurs ne servent pas à punir mais à piloter. Ils permettent d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être corrigé sans émotion excessive. Un point fondamental de ce chapitre est la notion de responsabilité collective. Dans une prodigieuse machine à vendre,
Chacun connaît son rôle et en assume la responsabilité. Les excuses disparaissent progressivement, remplacées par une culture de solution. Holmes montre que cette transformation culturelle est l'un des bénéfices les plus puissants de son approche. L'entreprise cesse d'être un lieu de justification pour devenir un espace de progression. Holmes rappelle que la mise en action de ces principes demande du temps. Il met en garde contre l'impatience des dirigeants qui veulent des résultats immédiats sans accepter le processus. Une machine ne se construit pas en un jour. Elle se règle, se teste, se perfectionne, mais une fois en place, elle produit des résultats de manière beaucoup plus fiable que toute approche improvisée. Ce chapitre souligne également que la prodigieuse machine à vendre n'est pas réservée aux grandes entreprises. Les indépendants, les petites structures et les starts UPS peuvent appliquer ces principes avec encore plus d'agilité. La taille n'est pas un avantage décisif. La discipline, la clarté et la focalisation le sont. Holmes montre que beaucoup de petites entreprises échouent non par manque de ressources, mais par manque de structure. La dimension humaine reste centrale jusqu'à la fin. Holmes rappelle que derrière chaque système, il y a des individus. Une machine à vendre efficace ne déshumanise pas la vente. Au contraire, elle la rend plus respectueuse. En étant claire, structurée et honnête, elle élimine la manipulation, le stress inutile et les promesses irréalistes. Elle crée une relation plus saine entre l'entreprise et ses clients. Le travail quotidien, lorsqu'il est aligné avec une vision claire, devient une source de fierté. Les équipes savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Elles comprennent l'impact de leurs actions. Holmes montre que cette compréhension transforme profondément l'engagement. Les employés ne travaillent plus seulement pour un salaire, mais pour la réussite d'un système auquel ils croient. Dans les dernières pages de ce chapitre, Holmes insiste sur une vérité simple mais puissante. Il n'existe pas de raccourci. Toute tentative de contourner la discipline, la formation ou la focalisation finit par coûter plus cher à long terme. La prodigieuse machine à vendre est le résultat d'un respect profond des fondamentaux appliqués avec une constance rare. Ce chapitre est à la fois une conclusion et un point de départ. Il invite le lecteur non pas à admirer les principes exposés, mais à les appliquer. Holmes rappelle que la connaissance sans action ne transforme rien. Ce sont les décisions prises après la lecture et surtout les habitudes quotidiennes mises en place qui feront la différence. La prodigieuse machine à vendre en action, ce n'est pas une promesse marketing, c'est une conséquence logique. La conséquence d'une entreprise qui a choisi la discipline plutôt que l'improvisation. La clarté plutôt que la confusion, la constance plutôt que l'excitation passagère. Et c'est précisément cette simplicité exigeante qui rend cette machine si puissante, si rare et si difficile à imiter. Au terme de ce parcours à travers la prodigieuse machine à vendre, une vérité s'impose avec une clarté presque brutale. La croissance n'est ni un mystère, ni un coup de chance, ni le privilège réservé à quelques génies de la vente. Elle est le résultat direct d'une méthode appliquée avec rigueur, constance et intelligence. Chet Holmes démonte pièce par pièce l'illusion romantique de la vente intuitive pour révéler une réalité beaucoup plus exigeante mais infiniment plus puissante. Les enseignements majeurs de ce livre convergent tous vers un même point central. La discipline est la racine de toute performance durable. Sans discipline, les meilleures idées restent théoriques. Sans discipline, les équipes se dispersent. Sans discipline, la motivation s'épuise. Holmes montre que la discipline n'est pas une contrainte, mais une structure libératrice. Elle permet de répéter ce qui fonctionne, d'éliminer ce qui ne sert à rien et de transformer l'effort en résultat mesurable. À cette discipline s'ajoute le focus. Faire moins mais mieux, refuser la dispersion, concentrer l'énergie de l'entreprise sur quelques leviers essentiels au lieu de s'éparpiller dans 1000 initiatives sans impact. Holmes insiste sur le fait que la majorité des entreprises ne manquent pas d'opportunités mais de clarté. Elles confondent activité et progrès. Le focus est ce qui transforme l'agitation en mouvement réel. Mais discipline et focus ne suffisent pas sans système. Le cœur du livre repose sur cette idée fondatrice. Une entreprise ne doit pas dépendre de talents isolés ou de performances héroïques, mais fonctionner comme une machine fiable, prévisible et duplicable. Les systèmes battent toujours les individus sur le long terme. Script, processus, formation continue, indicateurs clairs. Tout doit être pensé pour que la performance soit reproductible, même en l'absence d'un vendeur exceptionnel. C'est précisément pour cette raison que ce livre change profondément la manière de diriger. Il oblige le dirigeant à sortir du rôle de pompier permanent pour devenir architecte. Architecte de processus, architecte de standards, architecte de culture. Holmes rappelle que diriger ce n'est pas courir partout, mais construire des structures qui permettent aux autres de réussir. C'est passer de l'urgence à la stratégie, du chaos à la maîtrise. Le message adressé aux spectateurs est clair et sans détour. Si ton entreprise stagne, ce n'est pas faute de marché ni faute de talent,
mais faute de méthode appliquée avec constance. La croissance ne viendra pas d'une nouvelle idée miracle, mais d'une meilleure exécution de fondamentaux simples. La vraie transformation commence quand on accepte de faire le travail répétitif, parfois ingrat, mais toujours payant sur le long terme. Chet Holmes invite à une révolution silencieuse, structurée au lieu d'improviser, simplifiée au lieu de compliquer, exécutée au lieu de repousser, chaque jour, sans excuse, sans dispersion. C'est dans le travail quotidien discipliné et intentionnel que la machine à vendre prend vie. Pas dans les discours motivants, mais dans les actions répétées. La phrase finale de ce livre résonne comme un avertissement et une promesse. Les entreprises qui gagnent ne sont pas celles qui rêvent le plus, mais celles qui exécutent le mieux. La vente n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et ceux qui acceptent cette vérité prennent une longueur d'avance que les autres ne rattrapent jamais.